Goedemiddag aan iedereen. Bon après-midi à tous. En tant que secrétaire général de Synergrit, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à notre premier webinaire. Synergrit est la fédération des gestionnaires de réseaux de distribution belges de l'électricité et du gaz. Le 27 janvier, Synergrit et les 9 gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz ont reçu le titre de SDG Voice 2021 de la ministre fédérale du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Madame Zakia Khattabi. Nous en sommes très heureux, parce que pour nous, c'est une opportunité permettant de renforcer le dialogue avec nos parties prenantes et de mettre en lumière les différentes possibilités offertes par la transition énergétique. En tant que SDG Voice, notre mission est de faire la lumière sur les objectifs en matière de développement durable et de les rendre accessibles tant à nos citoyens qu'à nos entreprises, pour que tout le monde puisse en voir les accomplissements. Synergrit et ses membres souhaitent sensibiliser via diverses actions les jeunes, les ménages, les entreprises et les autorités locales, les rendre conscients de l'urgence de la transition énergétique, leur montrer l'importance d'une utilisation rationnelle de l'énergie et promouvoir ensemble le développement durable. En effet, assurer une énergie d'accès accessible et durable est essentiel. Tous les jours, nous travaillons ensemble pour cette transition vers l'énergie durable. Nous sommes là ensemble pour donner forme à l'énergie de demain. Un monde dans lequel tout le monde pourrait contribuer et un monde qui ne laisserait personne sur le côté. Synergrit et ses membres sont en train de mettre en place un projet afin de donner forme à notre mission en tant que ODD SDG Voice 2021. Dans notre candidature, nous avions dit que nous allions travailler sur un certain nombre d'objectifs de développement durable. Nous avons opté pour 8 des 17 ODD. Et notre premier webinaire portera sur l'objectif 1, plus de pauvreté, parce que pour nous, gestionnaires de réseaux, de distribution, c'est un défi. Ensuite, l'objectif 10, réduire les inégalités, parce que là, avec les autorités, les gouvernements, nous avons un rôle à jouer. Mesdames et messieurs, la précarité énergétique est un réel défi pour la Belgique. D'après le baromètre sur la précarité énergétique et de l'eau de la Fondation Roi Baudouin, eh bien, plus d'un ménage sur 5 en Belgique connaît une précarité énergétique. Et ce pourcentage n'a à peine bougé depuis 2009. Alors, nous voulons dire par là des personnes, des ménages qui sont confrontés à des difficultés essentielles en matière d'énergie. Le principe selon lequel on ne peut laisser personne sur le côté, leave no one behind, est essentiel dans l'agenda 2030 en matière de développement durable et repris dans l'accord gouvernemental. Les objectifs fédéraux en matière de lutte contre cette précarité doivent aussi être mis en lumière à côté des objectifs régionaux, étant donné qu'il s'agit d'une matière régionale. Et effectivement, les instances gouvernementales ont un rôle important à jouer, mais les distributeurs de réseaux aussi. Et ils jouent un rôle clé dans la lutte contre cette précarité. Ils ont pour but d'aider les clients qui sont confrontés à des difficultés et aussi de mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvent les clients protégés. Alors, les réseaux de distribution travaillent en coopération avec les universités afin de mieux comprendre le contexte de cette précarité énergétique et d'y réagir de façon plus efficace. Le marché libéralisé, qui fonctionne très bien pour une grande majorité des clients, est moins adapté à un groupe de population plus précaire. Les gestionnaires de réseaux de distribution veulent donc, en tant qu'acteurs publics, mettre à disposition leurs connaissances en tant que fournisseurs sociaux aussi, et ensemble trouver des solutions afin de faire face à ces situations compliquées. Les gestionnaires de réseaux de distribution veulent aller plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Des projets sont proposés comme les Local Energy Communities, avec des sociétés de logement social, des réseaux de distribution et des universités qui collaborent et qui proposent des solutions
inclusive. Ceci est évidemment très pertinent dans le cadre de la transition énergétique, mais aussi la juste transition. Madame Marie-Pierre Fauconnier, CEO de Sibelga, exprimera la vision des gestionnaires de réseau tout à l'heure. Énergétique fait partie intégrante de la transition juste. Cette transition juste concerne les interventions sociales qui sont nécessaires dans le cadre de la transition vers une économie durable et à faible émission de carbone. La transition occupe une place importante dans le Green Deal européen, est également incluse dans le plan national intégré énergie-climat. Nous aurons le plaisir d'entendre la représentante de Madame la ministre en charge du développement durable, Madame Zakia Khattabi. La ministre étant absente ce jour, elle nous a envoyé une petite vidéo et Madame Ariane Giraneza prendra ensuite la parole. Ensuite, nous aurons la vision des gestionnaires de réseaux de distribution que vous donnera Madame Fauconnier, la CEO de Sibelga. Et enfin, nous aurons aussi une intervention par un représentant de la Commission européenne en charge de la transition juste, Monsieur Eero Ailio. Au sein de notre secteur, notre ambition est de réussir cette transition énergétique en ne laissant personne au bord du chemin. Et d'ailleurs, notre slogan dans ce sujet est « Ensemble, connectons-nous à l'énergie durable, samen geconnecteerd voor een duurzame energietoekomst ». Je vous remercie pour votre attention et après la vidéo, nous entendrons Madame Ariane Giraneza, ensuite Madame Fauconnier et enfin Monsieur Eero Ailio. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer par féliciter nos organisateurs Synergrid et les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz pour leur désignation comme ambassadeurs des objectifs de développement durable pour 2021. Ik ben vandaag verheugd om hier te zijn op jullie eerste webinaire. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui dans le cadre de ce premier webinaire qui fait suite à votre désignation en tant que ODD Voice, SDG Voice. Vous êtes un partenaire essentiel par rapport à l'agenda 2030, pas uniquement par rapport à l'ODD 7 concernant l'énergie, mais aussi l'ODD 1 qui concerne la pauvreté, le 10 sur l'inégalité, le 12 sur la consommation et production durable ou encore l'objectif 13 qui porte sur le climat. Et c'est précisément parce que les objectifs de développement durable couvrent tellement de domaines différents que nous avons décidé de décerner les SDG Voices dans plusieurs secteurs. Qui se situe au cœur de l'urgence climatique et sociale. Réussir la transition vers la société bas carbone et satisfaire de manière juste, de manière équitable, les besoins fondamentaux des citoyens, en particulier des plus vulnérables, sont à mes yeux deux objectifs indissociables. C'est ce lien indéfectible entre transition et justice sociale qui est au cœur de la notion de transition juste. Nous avons besoin de respecter à la fois un plafond environnemental, les limites planétaires, et un plancher social, les besoins de base de la population. C'est aussi d'ailleurs la signification de deux principes majeurs du Green Deal européen que nous devons respecter dans nos politiques. Do no harm au niveau environnemental et leave no one behind au niveau social. La transition juste est aujourd'hui une notion reconnue à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale également, par les États, les entreprises, les partenaires sociaux, les ONG, les pouvoirs publics, notamment au niveau de l'Organisation internationale du travail, au niveau de l'accord de Paris sur le climat, de la déclaration de Silésie sur la transition juste, du Green Deal européen ou encore du Fonds de transition juste. On la retrouve également dans notre plan national énergie-climat. Alors il s'agit désormais de donner corps, de donner chair à cette notion et d'en faire une réalité. Et c'est bien ensemble, dans le dialogue, que nous y parviendrons. Alors merci d'ouvrir aujourd'hui ce dialogue. Bon séminaire. Bonjour, mon nom est Ariane Giraneza. Je suis ici en tant que représentante du gouvernement pour vous parler de ce que nous faisons au niveau fédéral en matière de précarité énergétique. Je ne dois pas vous dire que nous travaillons et nous vivons dans un pays compliqué avec des compétences prises entre différents niveaux. Alors parlons d'abord du fédéral. Pour cela, je vais tout d'abord revenir sur l'énergie, la précarité énergétique qui est souvent liée au salaire. Quelqu'un qui a un salaire plus bas risque de se trouver dans une situation de précarité. Le logement joue également un rôle très important. Et enfin, de manière générale, il y a les prix de l'énergie.
Alors, pour lutter contre cette pauvreté ou précarité, en tant qu'instance publique, il faut intervenir au niveau de ces 3 aspects. Au niveau du salaire, bien sûr, il s'agit de la politique générale en matière de lutte contre la pauvreté. C'est une matière régionale. Pour tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique, le logement, etc., donc c'est régional. Et pour ce qui est des prix de l'énergie, là, nous pouvons faire quelque chose sur le plan fédéral. Donc, en résumé, la politique fédérale se concentre surtout sur la protection des consommateurs, la politique en matière de prix et la politique générale contre la pauvreté. Quelques projets maintenant en matière de précarité pour vous montrer ce que nous faisons au niveau fédéral. Tout d'abord, nous avons l'élargissement des tarifs sociaux pour les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée. Au niveau fédéral, nous sommes en train de voir si nous pouvons pérenniser cet élargissement. Et puis, nous travaillons aussi sur le tarif social de manière générale. Donc, essayons de voir comment améliorer le financement de ces mesures. Et puis, il y a aussi les fonds d'énergie, donc le fonds pour le chauffage, pour les personnes qui se chauffent au mazout, et puis les fonds pour le gaz et l'électricité aussi. Essayons de voir comment rendre ces fonds plus efficaces pour que leur portée soit étendue. Comme je vous l'ai déjà dit, un des grands atouts dont nous disposons au niveau fédéral, c'est la protection des consommateurs. Cela entraîne une consommation générale pour tous les consommateurs, pour toutes les personnes qui souffrent de cette précarité. Mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas liée uniquement au salaire. Lorsque les prix de l'énergie sont trop élevés, même les personnes de classe moyenne, si je puis dire, se trouvent dans une situation difficile. Nous travaillons sur un accord gouvernemental avec toute une série de pratiques de marché qui devraient être fixées, déterminées. Puis nous regardons également s'il y a encore des contrats dormants, comme on les appelle, et voir si nous ne pouvons pas sensibiliser certains consommateurs pour qu'ils changent de contrat. Et puis il y a le plan fédéral de lutte contre la pauvreté qui sera présenté à la fin de cette année. Dans le cadre de ce plan, il y a un chapitre sur la précarité énergétique et les ministres de l'énergie et de la lutte contre la pauvreté collaborent afin de présenter un plan ensemble au niveau fédéral. Dans le cadre de ce mandat, une conférence nationale sur la transition juste sera également organisée et l'énergie sera mise en lumière. Il y aura plusieurs ministres du climat, de la lutte contre la pauvreté et de l'énergie qui ensemble présenteront leurs propositions afin d'assurer une transition juste. Nous sommes également soumis à des obligations au niveau européen. Et l'Europe nous a proposé une directive et la question est de voir si nous pouvons définir la précarité énergétique en Belgique. Pour l'instant, cela n'existe pas. Nous avons le concept de client protégé. C'est un statut social spécifique qui vous donne accès, droit à une aide précise. Mais donc, il n'y a pas de définition de la précarité énergétique. Nous y travaillons pour l'instant. Et nous essayons aussi de définir des indicateurs qui devraient nous aider avec des statistical capacity building. Et là, le travail de la Fondation Roi-Baudouin est effectivement très, très utile. Mais la Belgique, le gouvernement fédéral, doit proposer des indicateurs pour la précarité énergétique qui sont vérifiables. Cela ne s'arrête pas là. Dans notre plan national pour l'énergie et le climat, nous devons également fixer un objectif et préciser les seuils, les plafonds en matière de précarité énergétique et quels sont les objectifs fixés au niveau régional, national et surtout qu'allons-nous mettre en place pour atteindre ces objectifs. En effet, il est important de proposer un plan commun par rapport à cette précarité énergétique, d'abord définir cette précarité et puis montrer comment nous allons atteindre les objectifs. Donc voilà pour ce qui est de la politique fédérale en matière de lutte contre la précarité énergétique. Voilà, je vais me permettre maintenant de vous faire part un peu de la vision que les gestionnaires de réseaux de distribution comptent mener en matière de transition énergétique pour qu'elle soit juste et inclusive.
Alors, comme vous le savez, le contexte du Covid nous amène tous et toutes à nous poser les mêmes questions, à savoir, est-ce que mes proches vont bien? Quand est-ce que je pourrai retrouver une vie quasiment normale? C'est effectivement un contexte extrêmement particulier et qui nous conduit finalement à nous focaliser sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui constitue en réalité notre quotidien. Alors, tout ça est extrêmement compréhensible, mais cependant, il nous revient quand même de nous projeter un peu plus loin et de regarder un horizon un peu plus au-delà de simplement les règles qui vont s'appliquer à nous la semaine prochaine ou à quoi va ressembler notre mois de mai ou de juin. Et donc, nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une logique à court terme. Et même si, malheureusement, le défi climatique n'occupe plus le tout haut de l'actualité, il représente cependant une nécessité de s'y atteler dès à présent et il reste entier à relever. Alors là où le Covid, en fait, nous amène à nous préoccuper plus particulièrement de nos aînés, la crise climatique, elle, s'adresse plus particulièrement aux générations futures. Alors vous me direz, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, mais c'est notre réalité. Et ce n'est pas l'un ou l'autre des défis que nous devons relever, mais c'est bien l'un et l'autre des défis qu'il faudra relever. Et pour que nous puissions relever ces défis vers nos aînés et les générations futures, il faut que cette transition énergétique, pour tous, que ce soit les Flamands, les Wallons et les Bruxellois, nous puissions évoluer vers une énergie plus propre, plus durable. C'est une étape indispensable à entreprendre dès à présent. Et cette transition énergétique, vous l'aurez compris, c'est l'affaire de tous. Du fait de cette urgence climatique, on ne peut pas attendre que d'autres nous montrent le chemin pour avancer. Nous devons avancer dès aujourd'hui. Quand je dis nous devons avancer, ce sont certes les gestionnaires de réseaux de distribution que je représente aujourd'hui, mais c'est aussi les entreprises, les institutions publiques, mais également les individus. Chacun doit devenir ou être un acteur du changement. Et c'est par l'addition de toute une série de changements de comportement à l'échelle individuelle qui, l'un pris séparément, peut apparaître comme un peu dérisoire, nous permettront de vraiment réussir ce défi que représente cette urgence climatique. Et comme vous pouvez l'imaginer en matière d'énergie, ces nouveaux comportements peuvent avoir un impact extrêmement rapide et substantiel. Alors, dans le cadre de notre action en faveur de cette transition énergétique, vous l'aurez compris effectivement que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Pour autant, et c'est le thème du webinaire d'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous égaux face à cette énergie et face à cette capacité à appliquer ce principe de cette meilleure énergie, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, ou carrément à adopter de nouveaux comportements. On le citait effectivement, la Fondation Roi-Baudouin a été citée déjà à 2 reprises. Elle relève quand même qu'un ménage sur 5 vit dans une situation de précarité énergétique. Alors qu'est-ce que ça signifie ? En réalité, ça signifie que 10% de la population a une facture énergétique qui est trop élevée par rapport à ses revenus, et 10 autres % de la population, et ça c'est plus méconnu en fait, a une facture énergétique qui est trop basse par rapport à la consommation qui est attendue. C'est-à-dire que ces personnes se privent de consommer, en particulier du gaz, pour pouvoir payer sa facture énergétique. Et là, je dirais, malgré, et là c'est ce qu'on a connu récemment, une météo qui était relativement clémente et une baisse du prix du gaz. Et en fait, cette attitude à l'égard en fait de la facture énergétique ne relève pas d'un choix. C'est quasiment, je dirais, quelque chose qui s'impose aux gens. Et c'est précisément pour cette raison que les gestionnaires de réseaux de distribution plaident pour cette fameuse transition énergétique qui doit être rapide. Effectivement, il y a une urgence climatique, mais elle doit être également inclusive. C'est-à-dire que cette transition, elle doit être accessible partout et pour tous. Alors, ça ne relève pas d'un choix sociétal ou d'une réflexion par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises, mais nous considérons, gestionnaires de réseaux de distribution, que c'est une obligation qui nous est dictée par le contexte du défi climatique. Donc, on ne peut pas effectivement arriver à une société à 2 vitesses. Vous auriez les gens qui pourraient bénéficier en fait de ces transitions énergétiques parce qu'ils ont les moyens financiers ou parce qu'ils ont l'information ou bien parce qu'ils ont l'éducation pour le faire. Et vous auriez les autres qui seraient quelque part abandonnés par cette transition énergétique. Nous refusons l'idée même de cette fracture énergétique au même titre qu'il existe une fracture numérique. Et donc, comme gestionnaire de réseau de distribution, comme acteur neutre,
non commerciales, les gestionnaires de réseau visent d'une part à permettre un accès à l'énergie et à la maîtrise de celle-ci pour tous les consommateurs, et d'autre part, elles visent aussi à un accompagnement vers une utilisation qui doit être plus durable et abordable. Et donc pour arriver à, je dirais, ces deux piliers, c'est accessibilité et maîtrise de la consommation d'une part, et d'autre part, accompagnement vers une transition vers une énergie durable et abordable, nous avons déployé 5 pôles qui se complètent les uns par rapport aux autres. Alors le premier pôle, c'est quoi? Et c'est assez simple, quand on l'énonce, dans les faits, c'est, je dirais, plus compliqué. Simplifier les relations de nos clients avec les acteurs de marché par des processus clairs et une information facile à comprendre. Alors je vous dirais que ça, c'est particulièrement vrai pour une partie de la population et particulièrement vrai pour les consommateurs fragilisés. La libéralisation du marché a eu des bienfaits, mais elle a complexifié extrêmement, je dirais fortement, le marché de l'énergie. Et je dirais que peu de gens, ou une partie de la population en tout cas, ne s'y retrouvent pas parmi les différents acteurs auxquels ils peuvent être confrontés dans ce marché de l'énergie, en particulier la clientèle la plus précarisée. C'est la raison pour laquelle nous investissons de nombreux efforts pour, sensibiliser les citoyens à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, en veillant notamment à des communications qui leur soient accessibles, notamment par une communication qui se fait dans plusieurs langues internationales, c'est-à-dire nous ne nous contentons pas du français et du néerlandais, nous allons vers plusieurs langues internationales pour que vraiment cette communication vers cette énergie plus durable et plus abordable soit effectivement compréhensible par la majorité des gens auxquels on s'adresse. Et on utilise aussi des canaux qui nous permettent d'avoir une interaction proactive avec tous les utilisateurs. Alors ça passe par quoi? Des portails web, WhatsApp, des SMS, et ça fait partie intégrante, je dirais, de nos moyens de communication. Donc ici, si vous voulez, si je dois synthétiser l'idée, c'est vraiment, on essaye de rendre cette communication la plus accessible possible, et ça passe effectivement par des traductions, je dirais, dans différentes langues internationales. Mais pas que, les canaux de communication sont aussi des éléments très importants. Le deuxième pôle, c'est un rôle préventif, en vue d'éviter les coupures, et je dirais, et permettre à chaque consommateur de connaître ses droits et de les activer lorsque c'est nécessaire, et ceci évidemment en partenariat avec les acteurs sociaux. Notre priorité est effectivement de renforcer les mesures préventives, c'est-à-dire bien en amont avant l'idée d'une coupure, par exemple pour des clients qui n'ont pas de contrat, ou les clients qui arrivent en fin de contrat et qui ont du mal à trouver un fournisseur. L'objectif est évidemment d'arriver avant, effectivement, je dirais, la situation la plus dramatique, à savoir la coupure. Ici aussi, nous veillons à ce que la communication soit claire et que les clients, y compris les clients les plus précarisés, soient au fait de leurs droits et de des possibilités d'aide. Alors par exemple, que faisons-nous? On met en fait les clients en difficulté en relation avec les acteurs sociaux. C'est-à-dire qu'on va les appeler, en fait, on va leur téléphoner en leur disant il existe des CPS pour lesquels en fait que vous pouvez solliciter pour faire valoir vos droits. Et c'est fondamental parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant de ce qui existe en matière d'accompagnement et d'aide en matière d'énergie. Ou à côté de ça, autre élément fondamental, on assure effectivement, on évite la coupure au niveau des GRD par une fourniture sociale, mais on va y revenir dans un autre pôle. Donc là, on est sur le préventif, éviter absolument la situation dramatique que constitue la coupure pour une partie de la population. Troisième pôle, c'est de collaborer de manière très intensive avec les différents acteurs, qu'il s'agisse des fournisseurs, des régulateurs ou encore des acteurs sociaux. Vous l'aurez compris, ça passe effectivement par une excellente collaboration. Et je dirais au niveau régional, pour ce qui concerne un gestionnaire de réseau de distribution, mais également à l'égard du fédéral. Vous savez, on vient de le souligner, c'est une matière qui, d'un point de vue institutionnel, est assez complexe. Et je pense que la concertation et collaboration permet de résoudre toute une série de choses. Et donc, les gestionnaires de réseau ont une ambition de systématiquement de jouer un rôle de moteur dans le bon fonctionnement du marché. Et donc, ils vont prendre, je dirais, part de manière très active à différentes initiatives lancées par les régulateurs, les pouvoirs publics, les acteurs sociaux, et vont apporter leur vision des choses, qui est une vision, je dirais, de gestionnaire de réseau de distribution, mais qui est importante, je dirais, dans toute la chaîne que constitue en fait
production, le transport, la distribution et la fourniture d'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution apporte son information par rapport à ce segment de la chaîne énergétique. Et donc, on apporte finalement des solutions que l'on souhaite et qu'on espère innovantes, mais également extrêmement pragmatiques pour effectivement, je dirais, jouer ce rôle fondamental de lutte contre la précarité énergétique et l'information que l'on donne soit aux citoyens, soit aux acteurs sociaux, pour justement sortir toute une série de personnes de cette situation de précarité énergétique. Alors, quatrième pôle, on endosse effectivement le rôle de fournisseur social de manière la plus humaine possible, en vue de devenir un fournisseur de référence pour les clients précarisés. Donc, ce sont des personnes qui éprouvent un certain nombre de difficultés, et notre rôle comme gestionnaire de réseau de distribution, c'est les accompagner en créant d'abord une relation de confiance, et notamment avec les différents CPS, j'en ai déjà parlé, c'est notre ambition, de non plus nous positionner simplement comme fournisseurs de dernier ressort, à savoir, les clients en fait arrivent chez nous parce qu'ils basculent, vu les différentes législations, vers le gestionnaire de réseau de distribution, mais on veut vraiment jouer un rôle proactif à l'égard de ces gens et vraiment entretenir une relation de confiance, aller vers eux pour devenir un fournisseur de référence et leur donner les informations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment en fait à l'égard des aides et des droits auxquels ils peuvent, faire appel pour sortir de cette précarité énergétique. Dernier élément, c'est assez nouveau, c'est proposer des outils simples de suivi de la consommation pour avoir la capacité de maîtriser et donc de réduire sa facture énergétique. Et donc, il faut se rendre compte que les consommateurs, et je dirais de toute nature, c'est pas exclusivement les consommateurs, précarisés, n'ont pas toujours conscience en fait de leur niveau de consommation. Et surtout, n'ont pas de référentiel en disant, finalement, est-ce que ma consommation est une consommation normale ou bien est-ce que j'ai une consommation excessive ou à contrario, je dirais, mais ça c'est plutôt positif, je consomme moins que la moyenne. Faut-il encore que ça soit pour les bonnes raisons? Pas pour simplement pouvoir payer sa facture énergétique, comme je vous l'ai dit. C'est une des causes, en fait, soulevées par la Fondation Rebaudouin comme élément de la précarité énergétique. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre à la disposition, en fait, de l'ensemble des consommateurs des outils très simples, une petite app sur un GSM, qui vous permet, en fait, de pouvoir suivre votre consommation. Et quand vous prenez conscience de votre consommation et de ce que ça représente en euros, eh bien, tout à coup, vous avez une forme de vue claire sur votre situation et ça peut vous amener à changer vos comportements. Alors si c'est pas vous qui le faites, vous pouvez encore montrer cette information à la personne qui vous accompagne. Ça peut être, je ne sais pas, un voisin qui peut vous accompagner dans le suivi de votre facture énergétique, mais ça peut être aussi des acteurs sociaux de toute nature à qui vous allez présenter cette information et qui vont vous permettre de vous accompagner beaucoup plus tôt dans le processus et ne pas vous retrouver dans une situation où vous avez fait le tour de tous les fournisseurs, vous avez fait ce qu'on appelle le carrousel, d'essayer tous les fournisseurs et finalement arriver chez le gestionnaire de réseau de distribution quand vous avez une dette colossale auquel vous ne savez plus faire face. Donc vraiment, par des outils simples, il faut que ça soit extrêmement simple, extrêmement compréhensible, on peut prendre conscience de sa consommation et modifier son comportement et surtout garder la main sur son budget. Et donc c'est par une addition de toutes ces mesures de toute nature, assez simples, qui passe beaucoup par la communication, mais aussi par la création d'une relation de confiance avec le client de toute nature, que nous allons pouvoir entrer, je dirais, dans cette transition énergétique pour qu'elle soit, je le répète, c'est une transition qui doit être rapide, il y a une véritable urgence, mais elle doit être aussi inclusive. Alors, pour conclure, je vous dirais que l'urgence climatique nous impose à tous de revoir le rôle que nous avons pu mener, en fait, pendant les décennies passées. En 2021, un GRD ne peut plus se contenter de simplement distribuer de l'énergie. Il doit le faire, 24 heures sur 24, c'est son rôle de base. Mais ça n'est plus suffisant. Nous remplissons maintenant, et nous avons vraiment l'ambition de le faire, un rôle de partage des connaissances et de sensibilisation du grand public à l'impact de leur consommation. Et c'est ainsi que les gestionnaires de réseaux de distribution ont lancé des plateformes d'information neutres, indépendantes, non commerciales, donnant de l'information sur l'énergie, des magazines informatifs, des newsletters, des e-books, toute une série d'initiatives. Et donc, œuvrer à la conscientisation des citoyens à l'importance d'une utilisation intelligente et responsable de l'énergie fait partie maintenant intégrante de nos missions et permet in fine de réduire sa facture, mais aussi de réduire son empreinte écologique.
Et c'est vraiment la manière dont les GRD entendent maintenant contribuer activement à cette fameuse transition énergétique rapide et inclusive. Je vous remercie. Merci d'abord pour Synergrid, Madame la Ministre aussi, pour cet événement, invitation ici. Je suis donc Eero Aili, je travaille à la Commission européenne sur les questions de précarité énergétique et d'autres. Et je voudrais vous parler un petit peu de la politique européenne, dans ce sens-là, les cadres européens. Et en fait, cette problématique en fait est bien intégrée dans les politiques de la Commission et surtout dans le fameux Green Deal, European Green Deal, pacte vert européen, qui constate qu'il y a une nécessité d'avancer de façon inclusive et vers une énergie plus verte, plus abordable, et aussi une source d'emploi et de prospérité. Et donc, dans ce travail, la Commission s'est concentrée sur la mise en œuvre d'actions concrètes qui permettront de réaliser des progrès tangibles dans le domaine des objectifs de développement durable. Et ces orientations politiques de la Commission, donc, et le travail annuel, alors qui est mettre en œuvre tout ça. Donc, tout ça ensemble, ça constitue la stratégie de mise en œuvre de ces fameux ODD. Et ce programme politique donc intègre ces objectifs dans pratiquement toute la proposition, toutes les politiques et les stratégies de la Commission. Et l'ensemble, ils ont 17 objectifs et on les trouve en fait une ou plusieurs fois dans les 6 grandes ambitions annoncées de Madame von der Leyen, notre présidente. Et le pacte vert, donc, c'est une sorte de nouvelle stratégie de croissance pour l'Europe et il sera soutenu par le budget ordinaire et puis aussi par un effort de relance suite à la pandémie. Et donc, le budget à long terme de l'Union européenne est associé à la Next Generation EU, ce qui est un instrument temporaire destiné à stimuler la reprise. Et tous ensemble, donc, il constitue un vaste train de relance pour l'Europe et plus grand que jamais fait, en fait. Et en termes de chiffres, donc, on parle d'une enveloppe globale de 1800 milliards, donc 1,8 trillion d'euros, qui est là pour reconstruire l'Europe après Covid-19. Et le but, évidemment, que ce soit une Europe plus verte, en pointe sur le numérique et aussi plus résiliente. Et ce nouveau budget donc renforcera les mécanismes de flexibilité afin de pouvoir faire face aux imprévus aussi. Donc non seulement la réalité qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi toutes sortes d'incertitudes de demain. Et si je donne un exemple, donc un de ces principaux éléments d'accord et un soutien à la mise en œuvre de transitions climatiques équitables. Et ici, utilisant le fonds d'une transition juste. Et pour utiliser ce fonds, les gouvernements, comme la Belgique aussi, donc devront présenter des plans territoriaux de transition juste. Et tout ça en cohérence avec les objectifs climatiques de l'Union et basé évidemment sur leurs plans nationaux énergie-climat. Et c'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Donc, mois de mai, mois de juin, je pense qu'on va voir tous ces plans. Et donc, une autre chose importante, le soutien de l'opinion publique est extrêmement important pour assurer cette transition. Et l'Eurobaromètre nous montre que à ce stade, donc 9 Européens sur 10 s'accordent déjà sur le fait que l'UE devrait garantir l'accès à une énergie propre. Toutefois, la résistance locale peut évidemment ralentir ce processus et on connaît tous le mouvement de Gilets jaunes en France et ce qui s'est passé là. Donc, il faut toujours avoir ce soutien politique, ce qui a bien été dit aussi avant ici.
Et donc la Commission a lancé plusieurs instruments de participation des parties prenantes pour contribuer à renforcer le soutien à la transition. Et là, on parle des déploiements de renouvelables, rénovation des bâtiments et ce genre d'actions très concrètes. Et donc, parmi ces instruments figure, entre autres, donc le Forum des citoyens pour l'énergie, ça s'appelle aussi Dublin Forum. Il y a la Convention des maires pour le climat et de l'énergie, dont d'ailleurs la région de Bruxelles et plusieurs villes belges sont membres. Et puis aussi, il y a le Pacte européen pour le climat qui vient d'être lancé l'année passée. Et donc, toutes ces initiatives sont ouvertes, elles sont transparentes et elles permettront donc aux citoyens européens de jouer un rôle dans cette transition. Puis, donc, l'expérience et la compréhension des personnes en matière de transition vers une énergie propre sont essentielles à l'acceptation. Et on sait déjà que l'énergie représente 75% des émissions de l'Union européenne. Et donc, il a un rôle majeur de jouer dans la transition. Et cela signifie aussi que certains secteurs de l'énergie déclineront ou disparaîtront, hein. Tandis qu'il y a d'autres qui vont naître et qui vont croître vite. Et donc, ça veut dire aussi que la transition est parfois crainte et représentée comme destructrice de richesses et d'emplois. Et pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. En fait, nous pouvons rendre nos économies durables et apporter l'emploi aux citoyens. Le même temps. Nos prévisions tablent sur plus de 500 000 emplois créés dans le secteur des énergies propres d'ici à 2050, ce qui est bien plus que les emplois qui vont disparaître dans les énergies fossiles. Le bénéfice de la transition n'est pas que économique, évidemment. Il devrait améliorer aussi le bien-être des personnes et ne laisser personne de côté dans le processus. Et on connaît bien les bénéfices de santé, par exemple, dans les villes, surtout on le voit, la qualité d'air et tout ça. Donc, c'est ce que nous efforçons de faire à travers de notre transition de juste, fonds de transition juste, et aussi ces initiatives contre la précarité énergétique. Maintenant, donc, la lutte contre la précarité énergétique, c'est un élément primordial de la réussite de la transition. Mais c'est encore plus important que ce soit juste, cette transition. Et la lutte contre les causes structurelles de la précarité énergétique, et notamment l'inefficacité énergétique des logements, peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs énergétiques. La Commission essaie de mieux comprendre et aussi combattre la précarité énergétique dans l'ensemble de l'Union européenne. Et à ce fin, ce que nous avons fait, nous avons introduit des obligations aux États membres d'identifier, évaluer et combattre cette précarité. Et l'année passée, la Commission a émis aussi une recommandation sur la pauvreté énergétique. Et son objectif est de faciliter la définition et le suivi par les États membres de la précarité énergétique au moyen d'une combinaison d'indicateurs et de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques. Parmi ces recommandations figure l'élaboration d'une approche systématique de la libéralisation du marché de l'énergie, et dans le cadre de laquelle les politiques énergétiques et sociales ciblées se complètent. Et donc, il faut mettre accent sur cette question de ciblage, surtout côté social. Il faudrait aussi une évaluation des effets distributifs de la transition énergétique et le déploiement intégral des programmes de financement disponibles de l'Union pour les projets en faveur de la précarité énergétique. En outre, afin de garantir une rénovation en profondeur, les entreprises de services énergétiques et les contrats de performance énergétique sont considérés comme de grands vecteurs de financement des solutions pour les familles. Et
c'est là que les économies d'énergie les plus importantes peuvent être réalisées. Le logement social doit également être un objectif clair. Puis, l'Observatoire européen de la précarité énergétique était lancé en 2018 et son rôle, c'était d'accélérer et aller vers plus loin dans le soutien concret et donc concrétiser des recommandations et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, cette année-ci, il y a une deuxième phase de cet observatoire qui commence. Et là, on va aller en avant, donc plus loin que jusque maintenant. Maintenant, c'était la collection d'informations, des bonnes pratiques et tout ça. Maintenant, on veut aussi essayer de les mettre en œuvre. Donc, il y a un peu de soutien financier aussi au niveau local qui s'y ajoute. Je voulais parler des gestionnaires, le rôle des gestionnaires de réseau, ce qui est évidemment clé dans ce travail-là. Et en fait, ce sont ces gestionnaires qui sont, d'abord, ils ont la fiabilité, ils ont l'innovation, ils ont toutes ces possibilités d'accélérer la transition. Et en fait, ils doivent aussi, à notre avis, donc, rendre possible l'introduction des technologies innovantes pour permettre réduire aussi le coût de l'énergie. Et pour donner un exemple, donc les compteurs intelligents, par exemple, c'est quelque chose de très important parce que ça, une fois installé, il donne la possibilité d'utiliser toute une série de services d'énergétique moderne. Et je peux citer un exemple. Ma mère, 88 ans, elle habite en Finlande, je suis finlandais, et donc elle a un compteur intelligent. Et j'ai parlé avec elle il y a un an, et on a parlé d'énergie. Et puis, elle a raconté quelle était son facture annuelle. J'ai dit que, alors, il faut chercher le meilleur. Et donc, essayer de choisir un contrat dynamique, tarif dynamique. Elle l'a fait, puis elle m'a appelé fin d'année. Elle a dit que merci, j'ai gagné 350 € par an, juste sans changer, en fait, mon comportement. C'est juste en jouant avec le prix de marché gros et marché de détail. Donc, quand il y a des outils, il y a une possibilité d'économiser énormément. Et donc, ce sont les fameux gestionnaires de réseau qui peuvent le faire. Voilà, finalement, un mot sur ce qui n'est pas public, donc le côté privé. Donc, il y a des exemples très intéressants qu'on trouve, y inclus en Belgique, sur la collaboration entre le secteur privé et public et les ONG. Et je cite juste un exemple, ça c'est en Flandre, le projet Papillon, où effectivement il y a une collaboration entre un ONG local, une société d'électroménagère qu'on connaît bien, mais je ne vais pas les citer le nom ici, et puis les autorités locales de la ville, je pense. Et puis, tout ça, c'était pour organiser des audits énergétiques des familles en précarité énergétique. Et puis, donner d'appareils d'électroménagères et faire des tests d'usage, etc., sans entrer dans les détails. Les résultats sont magnifiques. Donc ça, c'est juste un exemple. Et sur notre observatoire, donc sur le site, il y a plusieurs exemples qui viennent de la Belgique. Donc, ça montre juste qu'il faut aussi penser au secteur privé. Et aussi, par exemple, les investisseurs impact, là aussi, il y a une chaîne de supermarchés belge qui est entrée dans ce domaine-là, travaille avec ce genre d'exemple. Donc, je termine ici et je vous remercie. De eerste vraag is voor mij en ik lees hem voor. Première question. Pensez-vous que l'on pourrait remplacer le tarif social par une prime qui reposerait sur le budget et pas sur la base de catégories? Est-ce que les CPAS pourraient jouer un meilleur rôle en la matière? Bien, la réponse, en résumé, c'est oui. Et la réponse plus longue, c'est que pour l'instant, le tarif social
se définit de la manière suivante. Donc, vous avez droit à un revenu minimum ou un salaire un revenu de subsistance de la part du CPAS, ou alors quelqu'un qui est handicapé reçoit une intervention majorée aussi et reçoit par ce biais-là le tarif social. Ça rend les choses un peu compliquées parce que il y a un revenu et qui est lié avec cette catégorie. Je vais aussi vous dire que pour l'instant, on est en train de réfléchir au niveau fédéral à ce fameux tarif social. Nous sommes en train de le réévaluer complètement. L'idée de savoir comment avoir accès à ce statut, est-ce que les personnes qui en bénéficient sont vraiment les personnes adéquates, et alors est-ce que le financement est vraiment au point. Donc beaucoup de questions, et votre question est très pertinente, et la réponse est oui, nous y réfléchissons. Est-ce que la Commission a l'intention de financer des projets en matière de transition juste, en mettant l'accent sur l'énergie, comme les Special Citizens Communities? La réponse est oui. Il existe plusieurs fonds qui contribuent à cela. Quand on parle de communauté ou de communauté énergétique ou encore de communauté renouvelable ou de communauté citoyenne, tous ces concepts sont en effet soutenus par ma DG, par la DG Finance aussi. Et ce qui est très important par rapport à tout cela, c'est que nous avons constaté que ce type de communautés en général sont très sensibles à la précarité énergétique parce qu'il y a un modèle économique là qui est différent, qui est davantage axé sur les questions sociales. Donc les marges en général sont plus faibles et cela se traduit évidemment par un effet positif sur la précarité énergétique. Donc la réponse est oui. Et je m'attends à ce que ces fameux plans de relance et de résilience qui sont présentés par les États membres reprennent des initiatives de ce type et pourront donc être financés. Oui, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Pour la Belgique, au niveau fédéral, nous sommes également en train de définir ce que l'on entend par communauté énergétique, Energy Community, et donc nous essayons de voir ce que cela signifie concrètement. Alors, la précarité énergétique s'explique, en tout cas pour l'électricité, par le prix de l'énergie assez élevé, mais quel est le meilleur impact? Est-ce qu'il faudrait une politique qui aurait pour but de réduire la consommation de l'énergie? En effet, je pense que c'est vraiment le cas, parce que pour l'instant, la politique est menée au niveau fédéral, par le biais du tarif social, ne consiste qu'à lutter contre les symptômes. Les gens qui vivent dans une situation de précarité énergétique sont vulnérables et bénéficient donc du tarif social. Mais on travaille là sur les symptômes. Nous devrions aider ces personnes de façon plus durable. Sur le plan fédéral, nous ne pouvons pas faire grand-chose en matière d'efficacité énergétique, mais nous avons une politique en matière d'éco-label. Nous devrions vraiment motiver la population à utiliser une énergie plus efficace et nous allons vraiment nous concentrer sur ce point. Face à la précarité énergétique, votre réponse consiste donc à dire aux personnes qui éprouvent des difficultés « consommez moins », n'est-ce pas un peu court? Bah oui, évidemment, c'est un peu court et c'est certainement pas en fait notre volonté ou la réponse qu'on souhaite apporter à la précarité énergétique. Je dirais que la question de l'utilisation rationnelle de l'énergie n'est pas une question qui est dédicacée aux gens qui éprouvent des difficultés. J'ai envie de vous dire, la meilleure énergie consommée, c'est la meilleure énergie consommée, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça, c'est valable, j'ai envie de vous dire, pour l'ensemble des consommateurs et pas exclusivement les gens qui font face à des difficultés. Je dirais que dans les moyens dont dispose le GRD pour mettre en place cette transition énergétique qu'on veut rapide et inclusive, il existe, et on en a parlé tout à l'heure, ce que nous appelons les Energy Community ou le concept de l'autoconsommation collective. Alors, c'est un concept qui peut apparaître comme un peu barbare, un mot un peu, je dirais, compliqué, mais en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à permettre à des gens qui disposent de moyens de production, par exemple du photovoltaïque ou une cogénération, qu'importe,
si possible renouvelable, de partager en fait cette consommation avec d'autres consommateurs qui font partie de cette, je dirais, communauté d'énergie. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça vient faire avec la précarité énergétique? Tout simplement, les gens qui éprouvent des difficultés n'ont pas nécessairement soit un logement qui vont lui permettre, je veux dire, de pouvoir disposer de moyens de production, ou n'ont pas simplement l'information sur le fait qu'ils peuvent effectivement avoir du photovoltaïque. Ils vivent dans un appartement, et donc le photovoltaïque, c'est chez le propriétaire que ça pourrait voir le jour, ou ils vivent dans un logement où effectivement ils ne peuvent pas bénéficier d'une cogénération ou installer une cogénération. Et donc comment faire en sorte que cette clientèle, je dirais précarisée, puisse participer à cette transition énergétique? C'est faire en sorte qu'elle puisse participer à cette communauté d'énergie, et c'est un des moyens très concrets, et nous le faisons effectivement, nous sommes à Bruxelles dans des projets pilotes en matière d'autoconsommation collective, qui font que des gens qui sont dans des situations de précarité énergétique puissent participer malgré tout à ces communautés d'énergie et puissent d'une manière ou d'une autre participer effectivement à cette transition énergétique. Au-delà de ça, ce que j'ai envie de vous dire, un des grands moteurs pour mettre en place cette transition énergétique, ça va passer par la rénovation du bâti. Et c'est aussi quelque chose effectivement auquel s'attellent les gestionnaires de réseaux de distribution. Je vous dirais que je prends l'exemple de la commune dans laquelle j'habite, c'est-à-dire Saint-Gilles. Il faut savoir que près de 85% du bâti date d'avant 1972. Donc il faut se rendre compte de l'état dans lequel se trouve le bâti bruxellois. C'est un bâti qui est prestigieux d'un point de vue patrimonial, mais qui, en termes d'efficacité énergétique, constitue un véritable défi, je dirais, en matière effectivement de réduction de la consommation. Et donc il y a de vastes plans qui sont menés, je dirais, au niveau fédéral, mais au niveau aussi régional, dans les 3 régions, en matière de rénovation du bâti. Ça fait intégrante en fait du plan de relance qui a été négocié au niveau fédéral et auquel les régions ont contribué. Et nous pensons qu'une des réponses à cette précarité énergétique passe effectivement par la rénovation du bâti, mais aussi par des actions plus concrètes de participation à ces fameuses autoconsommations collectives ou ces communautés d'énergie, de partage de la production et de la consommation. Et au-delà de ça, j'insiste, l'information claire, la plus, je dirais, rendue la plus pragmatique possible à l'égard certes de l'ensemble des citoyens, mais aussi des citoyens les plus précarisés, le tout dans une solide collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux. Et je dirais qu'il n'y a pas une solution à la précarité énergétique, il y a un mix de solutions qui doivent être apportées, le fédéral, les régions, les villes, les communes, le privé, comme le soulignait la Commission européenne. Chacun, je dirais, a son rôle à jouer, et le défi est tellement immense qu'on n'a pas de quoi se marcher sur les pieds. Merci Marie-Pierre. Ton intervention va clôturer notre séminaire aujourd'hui. La transition énergétique, c'est quelque chose auquel nous devons travailler tous les jours, et cela en ne laissant personne au bord du chemin. Et donc oui, la lutte contre la précarité énergétique est un élément fort important, mais aussi un problème complexe, comme vous l'avez pu entendre cet après-midi. Et je tiens à remercier les 3 intervenants, Madame Giraneza, Madame Fauconnier et Monsieur Eero Aelio, de ces interventions fort intéressantes. Ceci va clore notre webinaire, mais ce n'est pas le dernier webinaire que nous comptons organiser, étant donné que nous sommes SDG Voice ambassadeurs pour l'année 2021. Nous comptons organiser une série de webinaires, et le prochain aura lieu le 24 juin. Nous inviterons Monsieur Thomas Dermine. Et nous aurons aussi la présence d'une part Monsieur Pascal Debuc et d'autre part Monsieur Fernand Griffenet, qui nous parleront de la vue des gestionnaires de réseau. Je vous remercie d'AQ.